Et en cette journée internationale des câlins, bonjour Ovidie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Ovidie. C'est quoi d'ailleurs Ovidie votre définition du câlin ? Moi, je suis pas très adepte du toucher. Moi, j'aime bien garder les choses à distance. Donc, je sais pas. Mais c'est réellement la journée internationale du câlin ? Il y a vraiment une journée pour ça ? Bon, évidemment. Écoutez, beaucoup d'amour à tout le monde alors. Hein. D'accord. Non, vous êtes comme Peter Sellers. Vous savez quand dans cette scène du film où il regarde. Je me souviens plus. Il dit I like to watch. Il est en train de regarder Shirley MacLaine. Et c'était dans Goodbye Mr. Chance. Ouais. Voilà. Bon, ok, je referme ma petite parenthèse, c'est pas grave. Ovidie, avec vous, nous allons parler de Libre, la nouvelle web-série d'Arte qui s'intéresse notamment aux affaires de sexe et plus largement à l'émancipation féminine. Mais avec nous aujourd'hui, une invitée qui n'a pas attendu la radio pour passer au rayon X. Mais qui est-elle ? Réponse avec son pop-portrait. Alors oui, son pop-portrait, c'est son portrait, bien sûr, mais... il est signé Charline Roux. Aujourd'hui, une invitée dont le super pourvoir serait de rendre tout explicite. La pensée, le féminisme, dont il est bon de repréciser, comme le titre d'un colloque auquel elle a participé, qui n'a jamais tué personne, la sexualité, le cinéma. Une invitée qui écrit un porno manifesto émancipateur, qui devise sur sexe et philo avec Francis Métivier, qui fait de la BD, illustrée par Digli, avec Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, ou encore Baiser après MeToo. Une invitée qui tente d'alerter aussi en publiant un clic du pire, la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet, puisque, sachez-le, en 10 ans, l'humanité a regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de vidéos pornographiques. Ça en fait des kilomètres de vidéos à débunker, puisque la pornographie, c'est pas la vie. En tout cas, pas dans la façon dont elle est traditionnellement envisagée. Notre invitée peut en témoigner. Une invitée qui filme aussi des films explicites mais engagés, tout comme des documentaires sur les discriminations sociales dont sont victimes les anciennes stars du X avec Rhabillage, mais aussi des documents au titre tout aussi limpide, d'à quoi rêvent les jeunes filles à Tu enfanteras dans la douleur, en passant par Là où les putains n'existent pas. Une invitée venue nous parler aujourd'hui de dictat sexuel et surtout de liberté. Autant vous dire que c'est plutôt elle qui va nous scanner. Ah oui, scannez-nous Ovidie. Il m'a l'air assez complet ce portrait, comme toujours. Non, il manque quelque chose ? Non, j'étais en train de réfléchir. Non, c'est assez complet. C'est vrai que j'ai travaillé sur plein de formes, plein de formats différents, plein de médiums différents. Mais oui, non, c'est à peu près ça. Et c'est du Charline Roux. Ovidie, merci Charline. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Libre, point d'exclamation, la nouvelle web-série animée d'Arte que vous co-signez avec Sophie-Marie Larouille et que vous réalisez, dessinée par Digli, dont on parlait à l'instant. Ce Libre, c'est un livre générique qui vaut pour tous, masculin, féminin, voire neutre. On va pas se mentir, hein, c'est quelque chose qui s'adresse plutôt aux femmes et aux jeunes femmes. Enfin, au moment où on a sorti Libre, donc il y a 3 ans avec Digli, on a fait un certain nombre de rencontres en librairie. On s'est rendu compte que il y avait une présence. Enfin, c'était majoritairement des femmes, voire des jeunes femmes qui étaient présentes. Il y avait en général, je me souviens d'un jour, il y avait à peu près 200 personnes. J'avais 200 personnes, il y avait 2 Pékins, quoi. Donc en fait, c'est évidemment que ça s'adresse à tout le monde. Ça peut même être un support à discussion. C'est quelque chose qu'on peut regarder à deux, dont on peut débattre ensuite. Mais c'est vrai que Libre, c'est plutôt la question des injonctions et des dictats sexuels qui reposent sur les femmes avant tout. Et Libre, c'est une web-série dans laquelle vous intervenez en version dessinée et animée. Alors vous vous trouvez comment en cartoon ? Ah, j'ai eu du mal. Pour être très honnête, à l'origine, je voulais même pas du tout apparaître. Mais et au final, j'apparais très très brièvement. C'est assez particulier hein, parce que moi j'avais l'habitude de m'entendre, ma voix je l'entends, de me voir, mais là vraiment se voir dessiner et animer comme ça, c'est un peu particulier. Mais ça a été un long process. En fait, l'animation c'est extrêmement chronophage. On a mis plus de 2 ans avec Jocelyn Ronce, qui est donc mon co-réalisateur. On a mis 2 ans à travailler là-dessus. Ça prend un temps infini. C'est pourtant que 10 épisodes de seulement 3 minutes 30, mais ça nous a pris vraiment 2 ans et demi, on va dire, pour le faire. Bon, mais vous vous plaisez en cartoon ? Je sais pas. Je suis pas certaine. Si, ça marche très bien. Après, j'arrive à me dissocier en me disant, est-ce que ça sert la narration ? Oui, parce qu'au début de chaque épisode, il y a une prise de parole à la première personne. Parfois, je raconte quelque chose qui me concerne moi, ou parfois donc c'est dans la logique de cette prise de parole à la première personne en début de chaque épisode. Libre, c'est donc une adaptation de ce livre, Libre, un appel à l'émancipation féminine et donc une réflexion sur la sexualité, comme ici dans l'épisode 1, Cacher ce sang, qui montre que les règles sont toujours presque tabous, oui, dans nos sociétés.
Dans le porno, par exemple, vous verrez des éjaculations à n'en plus finir, mais jamais, au grand jamais, vous ne verrez une actrice avoir ses règles. Et moi, je suis pas forte en droit du travail, mais j'ai pas l'impression que les productions organisent leur tournage en fonction du cycle des actrices. Et non. Bah voilà, je le sentais ça. Sur les tournages, les actrices s'insèrent des morceaux d'éponge naturelle pour absorber le flux sans empêcher la pénétration. Éponges avec lesquelles elles font ensuite la vaisselle. Non, c'est une blague. Et en cas de débordement, la caméra est coupée et on nettoie tout à coups de lingette. Alors ce sang impur qui abreuve donc vos sillons, ce sexe féminin à la fois mystérieux et tentant et qui serait dangereux voire démoniaque, est-ce que vous pouvez me rassurer toutes les deux s'il vous plaît ? Tout va bien, Antoine, ça va bien se passer. Il n'y a pas de dents à l'intérieur. C'est important de le rappeler. Mais alors c'était quoi ? Enchaînez Charlie. Vous le disiez, l'idée de la série, c'est de déconstruire les présupposés dictés par la société en matière de sexualité. Avez-vous eu assez d'épisodes, 10 en l'occurrence, pour vous attaquer à toutes les injonctions qu'on subit ? Non, évidemment que non. On aurait pu en faire 10 de plus, voire 20 de plus. Enfin, je dirais pas que le sujet était infini, mais en tout cas, on est loin d'avoir tout traité. Libre, la BD comportait 15 chapitres à l'origine. D'ailleurs, chaque épisode reprend le titre d'un chapitre. On n'a rien changé. Sirop de corps d'homme, les vieux pots, etc., etc. On a repris les mêmes titres. Donc, bon, déjà, on avait moyen éventuellement d'en faire 15. On avait moyen d'en faire beaucoup plus. Après, l'animation, c'est un art onéreux, n'est-ce pas ? Donc, il fallait faire un choix. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, ciblé les 10 thématiques, on va dire, les plus fréquentes et les 10 plus gros dictates, en fait. C'est que vous pouvez tenir au moins aussi longtemps que les Sopranos. Il y a des chances, ouais. Souhaitez-le moi, alors. Vidi, vous avez voulu replacer le travail militant au cœur de la culture du numérique, d'où le format animé et la web-série. Est-ce que c'est aussi une manière de toucher, si je puis dire, à la nouvelle génération ? Oui, mais en fait, oui, je vais être honnête là-dessus, évidemment que oui. Ce dont on s'est rendu compte, donc tout à l'heure je disais, on a fait des rencontres en librairie et les femmes qui venaient, les jeunes femmes qui venaient, globalement, elles étaient plus jeunes que moi. Faut être clair. Moi j'ai 40 ans. C'était plutôt des jeunes femmes, on va dire entre 20 et 35 ou 18 et 35, je sais pas, qui étaient déjà dans une interrogation par rapport à leur propre déconstruction. Et effectivement, en choisissant ce support de la web-série, donc on n'est pas dans une diffusion linéaire, ce sera pas diffusé en linéaire sur Arte, c'est vraiment de la web-série sur leur site. Évidemment que l'idée, c'est toucher les personnes à qui on s'adresse. Quand on est dans une diffusion en linéaire, on sait bien que la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision en linéaire... 62. Mais je crois que c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Je vous promets, c'est ça. Donc évidemment que par une web-série, on avait envie de s'adresser directement aux personnes concernées. Mais vous pensez que la web-série est accessible pour un public à partir de quel âge ? J'en sais rien. Je ne sais pas. En fait, je me suis vraiment posé la question en regardant parce que c'est à la fois limpide, c'est pas du tout trash, mais et puis il y a rien voilà. Il y a rien d'explicite non plus. Il y a pas d'image explicite. Mais en fait, je crois qu'il faudrait que je pose la question. Je ne me suis pas renseignée. Je ne sais pas si on a un moins de 16. Je sais pas quelle est la classification CSA de ce programme-là. Je dirais ça doit être un moins de 16. Que ça doit être classé moins de 16 à mon avis. Mais je suis pas sûre. Ovidie, l'idée du livre libre sorti en 2017 était aussi, je cite, de foutre la paix aux nanas. C'est ce que vous disiez à l'époque. Quel est le but que vous vous fixez en 2021 avec cette web-série ? Un appel à l'auto-indulgence, déjà l'indulgence envers soi-même. C'est pas libre, c'est pas déjà il y a aucun conseil sexo, c'est pas du tout une série sexo dire vous devriez faire ci, faire ça. En fait, ce que ça dit libre, c'est on n'a pas les réponses. On se pose plein de questions. Voilà l'origine des dictates, de toutes les injonctions. Mais maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on sait que ce tel diktat vient de tel truc, maintenant qu'on arrive à les repérer dans l'ensemble de notre environnement culturel, ça veut pas dire que avec d'un claquement de doigts, on va réussir à se déconstruire comme ça et à devenir... évidemment qu'au quotidien, on va avoir des attitudes, des pratiques corporelles au sens large, qui vont parfois pas être en accord avec nos convictions politiques, féministes, etc. C'est pas pour autant qu'il faut s'auto-flageller, faire son autocritique devant tout le monde, en disant oh là là, mon Dieu, je suis pas la parfaite féministe, je suis pas dans la pureté militante. Évidemment que je fais des choses qui sont complètement déconnantes, comme par exemple dans l'épisode Gras double où je raconte que je vais me faire congeler le ventre, que je vais dépenser un SMIC pour aller me faire congeler le ventre pour tuer mes adipocytes. J'ai bien conscience au moment où je le fais que c'est débile, je sais d'où viennent toutes ces injonctions à la minceur, etc. Il n'empêche que à ce moment-là, quand je suis là en train de me faire congeler le bide, même si je suis pas en accord avec moi-même, j'ai conscience qu'il y a quelque chose de déconnant, mais je ne suis pas capable finalement d'être dans cette pureté militante qui ferait que je me dirais mais non, mais je m'en fous, parce que non, je ne m'en fous pas.
Et ce qui est très déculpabilisant, c'est qu'on sent aussi un désir de sortir de l'ère de la jambe en l'air purement performative. On se trompe en disant ça ? Non, bah oui, bah il y a évidemment. Et ça marche pour les filles comme les garçons d'ailleurs, pour le coup. Mais oui, parce que les performances, l'injonction à la performance, sur les garçons, on les connaît, c'est l'injonction à bander, à avoir une éjaculation et à durer longtemps. Enfin voilà, c'est ça les principales injonctions. Mais sur les femmes aussi, puisque globalement, c'est aux femmes que revient la tâche de une forme de charge mentale sexuelle, où il va falloir tout faire pour pimenter le couple, tout faire pour faire en sorte que le rapport sexuel soit réussi. Et d'ailleurs, on voit que les guides sexos et tous ces trucs-là, c'est lu par qui ? C'est lu par des femmes, parce qu'elles se sentent responsables du bien-être sexuel du couple, et donc elles vont se mettre dans la tête tout un tas d'obligations auxquelles elles vont avoir du mal à échapper, parce qu'elles vont se dire, si je passe pas par là, en fait, le rapport sexuel ne sera pas réussi, mon mari ou mon compagnon, mon je sais pas quoi, ne va pas me trouver comme il faut. Enfin, dans une logique hétéro, évidemment, mais voilà, il y a toutes ces obligations qui pèsent très très lourd, et qui fait que parfois on oublie la base, qui est quand même notre propre plaisir. C'est quand même pour ça qu'on le fait à la base. Un autre sujet abordé, Ovidie, avec l'apparition du mommy porn, le porno pour maman, vous vous êtes demandé si nous n'étions pas en train d'inventer l'eau tiède, parce que soudainement toute la presse a fait semblant de découvrir que toutes les mamans, sauf la mienne, bien sûr, avaient une sexualité. Et l'icône de ce mouvement, c'était lui. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors initiez-moi. Christian Grey, de 50 nuances de Grey. Saga en 3 volumes, vendu à plus de 130 millions d'exemplaires. Mais vous, avec cette série, vous vous demandez si ce carton d'édition a eu un impact sur notre sexualité. Et vous posez la question de cette manière. En clair, est-ce qu'on réclame une fessée juste parce que c'est la mode, comme on aurait réclamé un jean taille basse en 2004 ? Oui, parce que j'ai effectivement réclamé un jean taille basse en 2004. Triste période. La réponse, Vidi. Triste période. Ça vous va pas très bien, Antoine, le jean taille basse. Mais c'est très étrange de se dire que la sexualité aussi est tributaire de tendances, comme c'est le cas pour tout un tas d'industries. Le risque en matière de sexualité, ce serait donc de devenir des consommateurs ? Oui. Il y a quand même un peu de ça. Il y a l'idée de correspondre à une sexualité qui est représentée dans notre environnement néolibéral, etc., etc. Enfin, il y a une récupération néolibérale de la sexualité, bien sûr, mais on le sait. Mais oui, donc oui, on devient consommateur de la sexualité. Mais c'est vrai que ce truc-là de 50 nuances degrés, en fait, ce serait drôle si ça n'avait pas autant marché. Mais c'est vrai que c'est un schéma vieux, usé jusqu'à la corde, qui finalement est un peu le même que celui qu'il y avait dans les pornos des années 70, avec la blanche colombe, la jeune femme un peu prude, le monsieur qui va tout lui apprendre, qui va tout lui apprendre, l'initiation, elle va se révéler être une grande putain dans ses bras. Au début, elle va dire non, puis après finalement, elle va adorer ça grâce à lui, elle va se révéler dans ses bras. Lui, il est forcément blindé, ultra friqué, parce que si c'était un prolo, ça exciterait plus personne soudainement. Enfin, je veux dire, c'est horrible en fait, tous ces schémas-là, c'est vraiment cliché. Et moi, j'avoue que quand il y a eu cette saga 50 nuances degrés il y a quelques années, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais on en est encore là. Bah ouais, on en était encore là en fait. Alors il y a aussi des thématiques d'ordre sociétal dans la série, mais desquelles découle aussi une sexualité épanouie, évidemment, comme le fait de foutre la paix à son corps, vous en parliez il y a un instant, et foutre la paix à son gras, en l'occurrence, ou encore la question du vieillissement, essentiellement posée aux femmes, la jurisprudence d'Amy Moore. Encore aujourd'hui, c'est compliqué de faire taire toutes ces injonctions. Est-ce qu'il faut commencer très tôt à en parler ? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour lutter contre ça ? Déjà, les repérer, toutes ces injonctions, en avoir conscience, peut-être proposer des contre-images aussi, même si je sais que c'est une stratégie qui a ses limites, parce que à force de proposer des contre-images, on finit par être récupéré à son tour, etc. Donc c'est quelque chose c'est une stratégie qui est parfois un peu vouée à l'échec. Mais je sais pas en fait ce qu'il faut réellement faire. Je dirais déjà identifier tout ça et se questionner et surtout se rendre compte collectivement qu'on en a ras-le-bol, qu'on en a ras le cul de tout ça, et que ça nous emprisonne, que ça nous enferme, et qu'on a tous et toutes à y gagner, à se sortir de là, en fait.
Publicité, séries, clips, pornographie, jeux vidéo, magazines, applications, le sexe n'a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel, dites-vous. Ça veut dire quoi? Que la porn culture a donc pris le pas sur la pop culture, qu'elle la prolonge, si je puis dire? Je dirais que les deux s'entre-nourrissent, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on retrouve dans la pornographie, finalement, c'est déjà présent sous une forme peut-être un peu plus aseptisée, on va dire. Mais ce qui se joue dans le porno se voit déjà dans la publicité, dans les séries, au cinéma, à la télévision. Enfin, je dirais que c'est tout ça, en fait, s'entre-nourrit. Ce qu'on voit dans les clips, finalement, va nourrir le porno, et le porno va nourrir ce qu'il y a dans les clips. Donc, en fait, il y a pas vraiment un média plus qu'un autre qui va influencer les autres. C'est juste que ça fait partie de notre société, et que à partir du moment où on vit dans une société sexiste, on va dire, l'ensemble de nos représentations culturelles autour de nous vont être sexistes. Mais c'est normal. C'est une suite logique. C'est pour ça que il n'y a pas un média en particulier à bannir. C'est-à-dire, on peut dire, on va interdire les jeux vidéo parce qu'il y a des représentations sexistes dans les jeux vidéo. Mais non, mais en fait, c'est pas ça la stratégie. Le problème, c'est pas les jeux vidéo. Le problème, ce sont les représentations sexistes qui sont dans le jeu vidéo. C'est le sexisme, en fait, le problème. Et il y a parfois des hits de pop culture qui vous agacent, comme celui-ci. En quoi ce titre de Katy Perry, I Kissed a Girl, est-il problématique, Ovidie? C'est vrai qu'il me flanque le seum. Si j'arrivais à avoir des variations émotionnelles, je vous dirais que je suis énervée. Mais non. En fait, cette chanson-là, elle incarne ce qu'on raconte dans le livre, ce qu'on appelle la bisexualité respectable. C'est-à-dire la question que pose cet épisode, c'est comment se fait-il finalement que Katy Perry puisse chanter ça, et Kiss the Girl, etc. Et que en même temps, des femmes qui sont en couple aient peur parfois de se tenir la main dans la rue parce qu'elles se disent qu'elles vont se faire casser les dents, ou subissent encore des formes de discrimination. C'est bien qu'il y a une forme de bisexualité respectable, presque une sorte de il faut avoir sa hit girl, de la même façon qu'on avait son hit bag, et finalement c'est une forme de bisexualité qui n'existe que parce qu'on présuppose qu'il y a symboliquement un voyeur. C'est-à-dire, c'est une bisexualité qui n'est intéressante finalement qu'aux yeux des hommes hétéros. C'est dans ce sens-là où, quand elle chante I Kissed a Girl, et qu'à côté de ça, il y a des lesbiennes qui subissent des discriminations et de l'homophobie, on se dit, mais c'est juste parce que ce qu'elle représente, ce qu'elle chante et ce qu'elle valorise à ce moment-là, finalement, ça fait peur à personne, quoi. Ovidie, j'ai un ami qui me demande si le sperme est bon pour éviter les rides. Alors, vous évoquez cette question dans la série, et vous dites, je cite, que si il a cette 12 ans, semence... votre ami, il est en 6e B, c'est ça? Parce que normalement, passer la 6e B, on n'y croit plus à ça. Attendez, laissez-moi finir la question. Vous dites dans la série, je cite, que si cette semence qui sent le lait périmé et dans lequel on aurait laissé infuser des asperges était bon pour les hommes, ils se tartineraient la tronche dès le matin. Donc on peut considérer que la réponse est non, c'est juste pour le prévenir. Je sais pas, vous pouvez lui dire qu'il a la pompe à disposition, et après il en fait si bon, sauf s'il a 12 ans, lui dites pas ça comme ça, parce que et dites pas que c'est moi qui vous ai conseillé de dire ça. Non mais c'est vrai que c'est complètement absurde, mais depuis que je suis en âge de parler de sexe, j'entends tout et n'importe quoi sur le sperme, que ce serait riche en protéines, et le mieux, je crois que le pompon, c'était un jour, j'avais lu une étude qui disait que c'était antidépresseur, mais je me dis, mais il faut s'envoyer combien de litres de sperme pour que ça fasse l'effet d'un quart de Prozac? En fait, c'est ça la vraie question, c'est la question qu'on pose dans l'épisode, mais c'est que c'est absurde, quoi. C'est vraiment absurde. C'est pour ça que ça marche pas. Ceci étant, ça a quand même une sorte de signification, parce que encore une fois, on constate que ce qui vient des hommes aurait des vertus, en tout cas dans les légendes, alors que ce qui vient des femmes, comme on parlait des règles tout à l'heure, c'est démoniaque. Il y a quand même encore, même là, des présupposés, même sur des choses qui ne sont pas vraies. Il y a clairement une dissymétrie. C'est clair que le sperme est ultra valorisé, mais en revanche, le sang des règles, il est toujours tabou. Mais d'une façon générale, tout ce qui sort du sexe des femmes est tabou. Je sais pas, le borderline, etc. Tout ça, c'est tabou. Les poils aussi sur le sexe des femmes sont tabous. Il y a cette idée que le sexe des femmes devrait être lisse comme une tirelire, lisse et sec comme une tirelire, une fente comme ça. Juste un trou avec rien autour, rien qui dépasse. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui est toujours effrayant. Il y a des mots que les gens rechignent encore à prononcer. On prononce pas le mot vulve, alors que pourtant c'est quand même le terme adéquat pour désigner cet endroit-là. Le mot vulve, comme si c'était un gros mot. Non, c'est vraiment il y a encore de gros tabous autour de ce sexe-là.
Ovidie, vous dites que depuis MeToo, on était censé avoir rebattu les cartes des rapports hommes-femmes, alors que si on pouvait s'affranchir un peu, enfin du vieux monde, jusque dans notre culotte, ce serait pas mal. Ça veut dire quoi, qu'il faut changer de culotte pour pouvoir changer de monde ? Non, ça veut. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Est-ce que ça appelait une réponse? Non, mais c'est vrai que on a quand même la sensation que la société évolue. Il faut commencer par se changer soi-même, c'est ça la philosophie du truc. Non, je sais. Faut se changer collectivement. On va dire, on va tous changer collectivement de culotte. Je crois que l'idée, c'est que la société, elle est quand même en évolution là, surtout avec une accélération ces 3 dernières années depuis MeToo. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans notre intimité dont maintenant on aimerait bien pouvoir enfin s'affranchir, quoi. Et changer de culotte, oui, c'est mieux, enfin, de toute façon. Mais alors rassurez-moi au moins un peu, est-ce que vous avez quand même l'impression, un tout petit peu, que les choses vont dans le bon sens, si tant est qu'en matière de sexualité il y a un sens? Je sais pas. Ça va pas vite, hein. Alors parfois ça va très vite sur certaines choses et puis ça repart en arrière sur d'autres. C'est-à-dire, on voit bien par exemple, on assiste à ce recul par exemple en ce moment sur l'IVG, des choses qui nous semblaient complètement actées. C'est-à-dire d'un côté on a l'impression que ça galope depuis MeToo et d'un autre côté en parallèle on voit que ça résiste tellement qu'on retourne en arrière. Enfin, moi je pensais pas un jour que l'IVG serait remis en question. Enfin, je pensais pas le vivre ça en fait. Et donc c'est un peu Sisyphe là. Il pousse son gros caillou là en haut de la montagne. Puis il faut tout le temps tout recommencer. Donc je sais pas si ça avance tant que ça. Je dirais juste que ça évolue et que la domination masculine a plusieurs visages quoi. En gros, je dirais ces formes elles évoluent. Ovidie, dans l'épisode Gazon maudit de votre web-série Libre, vous paraphrasez André Mauroy en disant, je cite, « La vie est trop courte pour s'épiler la... » Et vous citez une icône du raffinement pop, Kim Kardashian, qui, pour la promotion de son parfum, n'avait pas hésité à poser totalement épilée sur Instagram. Mais savez-vous, Ovidie, que sa sœur a fait la promotion du blanchiment anal? Alors on dit quoi là? Les deux font la paire? Je savais pas pour le blanchiment anal. Alors juste pour rendre à César ce qui est à César, la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. C'est donc un tag donc voilà, c'est pas de moi. C'est pour ça qu'à la fin on voit une jeune femme en train de taguer ça sur un mur. Mais je sais plus. Excusez-moi, je me suis perdue avec la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. On associe ça avec le blanchiment anal. Ah, le blanchiment anal. Ah oui, les sœurs Kardashian. Non, il y a un vrai dos là-dessus. Les sœurs Kardashian. Mais non, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas, rappelez-vous quand même. Mais Kim Kardashian, elle avait posté une photo sur Instagram. Non, c'était son maquilleur qui avait posté une photo sur Instagram où il était en train de lui maquiller, de lui mettre du fond de teint sur la vulve. Et en fait, suite à ça, pour dire à quel point elles ont vraiment beaucoup d'influence, les sœurs Kardashian, il y a c'était été 2017, il me semble bien. Il y a une ligne de fond de teint et d'enlumineurs vulvaires qui sont sortis. C'est une marque danoise qui avait sorti des cosmétiques pour la chatte, quoi. En même temps, il y a eu des ovules pailletés qui sont sortis à peu près à la même période, c'est-à-dire pendant le rapport sexuel, il fallait que ce soit comme des princesses, que ce soit des paillettes qui sortent du vagin. Enfin voilà, donc elles ont quand même vachement d'influence parce que l'autre, elle poste une photo et derrière il y a une ligne de cosmétiques qui se monte, quoi. Et ça répond pas à ma question, blanchiment anal. Ah, blanchiment anal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je sais même, je pensais que c'était une légende urbaine, une légende urbaine, moi, cette histoire de blanchiment anal. Non, ça, c'est une question toujours pour mon ami là qui nous écoute en ce moment. Bon, l'imaginaire. Les 10 épisodes seront à voir sur arte.tv et sur leurs réseaux sociaux à partir du 27 janvier. Et ça, ce sont les premières notes de I Just Can't Get Enough. Et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Ovidie. Dites-nous pourquoi. Bah oui, pour moi, c'est vraiment la pop culture. C'est le moment où la pop synthétique, où la synthwave commence à devenir réellement dansante, où on peut commencer à se dandiner. Avant ça, il y a des sonorités froides comme Gary Newman ou même comme OMD, mais c'est presque un télo. Et là, tout à coup, on peut enfin tortiller des fesses sur de la synth pop. Moi, voilà, moi, c'est ça que ça m'évoque. Dépêche Mode, bien sûr. Bon, restons dans cette pop culture puisque c'est l'heure de votre pop list. Un livre, un film, une musique, un personnage de série. Voilà ma liste de courses d'aujourd'hui. Alors, Les Nuits Fauves. Les Nuits Fauves, avant d'être un film, c'était un livre écrit par Cyril Collard et publié en 89, je crois. Et c'est ce que vous choisissez dans la librairie de la pop culture, Ovidie. Charline, vos nuits à l'époque étaient plutôt nounours, hein, mais oui. Vous vous êtes renseignée, je suis sûr.
Absolument. Fin des années 80, puisqu'il n'a pas de nom dans le roman, a 30 ans, il aime les garçons, mais il rencontre aussi et aime Laura, 17 ans. Et pourtant, il omet de lui dire qu'il est séropositif la première fois qu'ils couchent ensemble. Ses jours à elle sont aussi peut-être comptés. Ovidie, auriez-vous la gentillesse, s'il vous plaît, de nous en lire un extrait ? Mais bien sûr. Je ne pensais pas aux grands fauves, aux surpattes. Mes fauves sont petits, solides, musclés, appuyés contre un mur, une jambe repliée, légèrement baissée, fixe le regard vers le haut. Les filles plus rares sont en mouvement. Elles s'éloignent de moi, se figent dans leur marche, tournent la tête, et leur regard est saisi au travers des boucles de leurs cheveux qui remuent encore. La violence des fauves est contenue, bouclée, emmêlée, torsadée, repliée sur elle-même. Elle en est la crinière, là où on peut poser sa joue, là aussi se devine leur force. Et c'est extrait des Nuits fauves de Cyril Collard, un livre de 89 choisi aujourd'hui par Ovidie. Vous dites que ça a été une source d'évasion, ce livre, pendant le confinement, au même titre que La machine à pain d'ailleurs, précisez-vous. Oui, c'est vrai, très juste, très juste. J'ai relu Collard, j'ai revu Collard aussi, j'ai revu le film, et vraiment, je me suis dit que les deux, que ce soit ses œuvres écrites ou que ce soit son film, ça mériterait d'être revu. En fait, c'est vrai que on en garde un petit peu le souvenir d'un film pour midinette, presque, parce que ça a eu tellement de succès, et ça a été tellement récupéré, presque repolitisé. On lui a fait porter, on en a fait un film avec une mission de santé publique presque à l'époque, alors qu'en fait, que ce soit le livre ou que ce soit le film, vraiment ce sont deux grandes œuvres. Et moi, il y a des moments qui m'ont bouleversée en le revoyant. Il y a cette scène où il se fait brûler les taches de Kaposi pour de vrai face à la caméra, puisque dans le film, donc il incarne son propre rôle, où il y a vraiment ces moments où le réel rejoint la fiction et la fiction rejoint le réel, où il se fait brûler ces taches de Kaposi par son vrai médecin à l'hôpital Bichat. Moi, c'est des séquences comme ça, je me dis, on les a oubliées, on en a gardé le souvenir d'un truc finalement pas vraiment noble. D'ailleurs, ces œuvres, elles n'ont pas été légitimées par la suite. Il n'y a pas beaucoup de publications sur Collard. Et moi, je me dis, c'est vraiment quelqu'un qu'on mériterait de redécouvrir. Parfait. Eh bien, vous avez tout à fait raison d'en reparler aujourd'hui, Ovidie. Accessoirement, vous avez vraiment utilisé beaucoup d'une machine à pain pendant le confinement ? Ouais, alors c'était terrible parce que j'arrêtais pas de faire du pain, et à la maison, ils en mangeaient pas, ils trouvaient ça pas bon. Et moi, tous les jours, j'étais fière comme Artaban en disant « Oh, j'ai fait du pain !» Et puis en fait, non, c'était pas bon, quoi, vraiment. Bon, la machine à pain, ne pas confondre avec la boîte à fessée. Bon, Ovidie, on vous connaît donc boulangère maintenant, mais également cinéphile, car pour le film, vous avez choisi Turner et Hooch, un buddy movie de 89 signé Roger Spottiswoode. Charline, pourquoi dans les buddy movies, tous les hommes ne s'appellent-ils pas Buddy ? Parce que Buddy Gibson ou Buddy Willis, ça sonne moyen bien. Tom Hanks et Scott Turner, policier à la vie bien rangé, au propre comme au figuré, car c'est un maniaque de l'ordre, au propre comme au figuré aussi. Un jour, il apprend qu'un Mosseri d'un vieil ami vient d'être abattu par une bande de trafiquants de drogue. Turner décide de le venger et en attendant, il adopte Hooch, le chien d'Amos, un colloque épique. Walt Disney Pictures présente le couple le plus drôle de l'année, Turner et Hooch. C'est pour toi. L'histoire d'un homme qui essaie de dresser un chien. Défense de baver et de bouffer les meubles. Défense de boire dans la cuvette des WC. Et d'un chien qui essaie de dresser un homme. C'est diététique ce truc. Difficile de dire qui aura le dernier mot. Walt Disney Pictures présente Tom Hanks, Ça ne doit marcher que pour les chiens. Turner et Hooch. Tu commences même à lui ressembler. Alors, Ovidie, expliquez-moi ce choix de Turner et Hooch. Alors, je tiens à dire que déjà, Turner et Hooch, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Donc ça, c'est dit. Avec un acteur extraordinaire qui est donc le chien qui joue Hooch et qui est un magnifique dogue de Bordeaux. Et c'est quand même très rare. C'est à ma connaissance le seul film où il y a un dogue de Bordeaux. Et non, vraiment, c'est un film que j'ai dû voir 1000 fois. La première fois que je le vois, je pense que j'ai 12 ans à peu près. Je vais le voir au cinéma. Et bon, je pense qu'on peut spoiler la fin là maintenant parce qu'il y a prescription. Oui, mais donc Hooch se fait abattre à la fin du film, et ça a été mon plus grand drame cinématographique. C'est-à-dire, j'ai pleuré une nuit entière en rentrant chez moi, et aujourd'hui je pleure encore quand je regarde la fin de Hooch. Oh. Et pour la petite histoire, aujourd'hui j'ai un dogue de Bordeaux. C'était le but ultime de toute une vie, avoir Hooch chez moi, et maintenant j'ai Hooch pour de vrai, en fait. Bon, n'allez pas le faire abattre. Ovidie, nous vous avons également demandé de choisir un personnage de série, et vous avez choisi Rebecca Bunch de Crazy Ex-Girlfriend. Charline, Rebecca a un point commun avec vous, et on va le découvrir dans votre pitch.
Oh bah spoiler, crazy, non? Bon, Rebecca Nora Bunch est une ancienne avocate et diplômée de Harvard qui lâche brusquement un emploi dans un cabinet d'avocats prestigieux de New York pour un plus petit cabinet à West Covina, en Californie, dans l'espoir zinzin d'y reconquérir un amour de jeunesse, de préférence en chantant. See, when a star is dying, it transforms into a red giant. And if the red giant does not have enough mass to fuse carbon, an inert mass of carbon and oxygen builds up in the center, transforming into a dense white dwarf. And yeah, like that's my boobs. That's what my boobs are like. I got them heavy boobs, dense like a white dwarf. I got them heavy boobs, they be a catch at Fisherman's Wharf. I got them heavy boobs, don't ever forget that these heavy boobs are just sacks of yellow fat, like the stuffing of a couch. They're just sacks of yellow fat, technically meant to feed a baby. They're just sacks of yellow fat. Got heavy boobs. Alors personnellement, moi c'est un amour de jeunesse qui me fait chanter, mais c'est une autre histoire. Bon, pourquoi ce perso, Vili? Alors franchement, au début, quand j'ai découvert Crazy Ex-Girlfriend, j'aurais pas parié 100 balles dessus parce que c'était présenté comme une série romance girly et moi tout ce qui touche à la romance, ça me débecte. Donc vraiment, je regarde pas du tout ces séries-là. Dès qu'il y a une histoire d'amour dans un film, je zappe. Vraiment, j'aime pas du tout et ça me parle pas. Et donc vraiment, j'étais pas du tout cliente pour ça à la base. Et en fait, bon, toute la série est un gigantesque détournement de ce qu'on peut trouver justement dans les séries habituellement. Même toutes ces chansons sont des inspirations, sont des pastiches en fait. Et moi, ce qui m'a surtout vraiment touchée dans cette série, c'est que c'est une série qui est hyper inclusive, mais sans forcément dire, vous savez quoi, on est inclusif. C'est-à-dire, par exemple, il y a des couples de meufs, il y a des couples de mecs, mais sans que ce soit un sujet. C'est-à-dire, dans la plupart des films, dans la plupart des séries, dès qu'il y a un couple de mecs, par exemple, il va y avoir ça va être le sujet de la série, ça va être le fait qu'ils soient ensemble. Bon, là, en fait, c'est là et c'est juste là et on n'en fait pas tout un flanc et on le discute même pas. Et puis il y a une diversité de représentations aussi, même des corps. Toutes les femmes dans la série, elles sont extrêmement différentes. Et par exemple, l'actrice principale, elle est un peu fluffy, elle est un petit peu ronde, en tout cas par rapport aux normes hollywoodiennes, quoi. Mais c'est jamais un sujet. On n'en parle pas du tout. À aucun moment, elle se met à faire un régime dans les 72 épisodes de la série. Donc il y a quelque chose que, en fait, c'est un univers que je trouve finalement assez réconfortant, qui est un univers dans lequel moi j'avais envie de me plonger, de me laisser bercer, parce que je trouvais ça chouette, quoi. J'ai pas trouvé ça ailleurs dans aucune autre série. Parfait. Libre, c'est votre web-série et c'est sur arte.tv et sur leurs réseaux sociaux à partir du 27 janvier et c'est évidemment chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci encore de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Merci.